pour une structure qui s'appelle Créteil Solidarité. J'en ai fait plein d'autres avant, ça fait à peu près 30 ans que je travaille sur les questions d'inégalité sociale de santé, sujet qui m'est cher. Alors, déjà, il y a une petite subtilité qui a été évoquée ce matin, je voudrais revenir dessus en 2 secondes, c'est que nous, à Créteil Solidarité, on insiste sur le fait qu'on travaille sur les vulnérabilités. Nous, on est là pour travailler sur les publics vulnérables, et tout le monde peut être à un moment donné vulnérable. La précarité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus marquée, qui est beaucoup plus stigmatisante et beaucoup plus visible. Malheureusement, je dirais que, et ça Alexia l'a pointé du doigt tout à l'heure dans son introduction, on fonctionne le plus souvent par appel à projet, et tous ces appels à projet ne font jamais référence à la vulnérabilité, mais toujours effectivement à la précarité, que ce soit avec l'ARS et le PRAPS, le Programme Régional d'Accès aux Soins et à la Prévention, pour les publics les plus démunis, c'est spécifiquement écrit dans les textes, ou que ce soit les préfectures qui travaillent sur les quartiers politiques de la ville, ou que ce soit, que sais-je, on est toujours là pour essayer de faire en sorte que, finalement, là où les inégalités sociales de santé sont les plus criantes, on intervienne pour essayer de faire baisser un peu le curseur, que ce soit un peu moins marqué, ou un peu moins choquant. Alors, moi, je voudrais revenir sur, ouvrir le débat, se dire dans quoi on repositionne tout ça de manière un peu plus large. C'est-à-dire, pourquoi toutes ces politiques-là? Voilà. Et quelque part, on ne peut pas ne pas parler de la distinction entre finalement tout ce qui a été évoqué qui relève de la santé publique et ce qui devrait relever de la promotion de la santé. Alors je dis qu'il devrait relever, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui ont une audience nationale, voire internationale en France sur ces questions-là. Je pense à Laurent Elbozy ici, je pense à des gens comme Mme Fondon à Bordeaux ou d'autres. Ça fait 37 ans que la France a signé la charte d'Ottawa, a signé nombreuses chartes depuis, qui organise et qui pointe le fait que la seule politique qui convient pour effectivement limiter les inégalités sociales de santé, c'est la promotion de la santé. Après on peut effectivement travailler à essayer de réparer la casse, de réparer les dégâts. Mais si on veut effectivement essayer de faire en sorte que ces inégalités sociales se réduisent, il faudrait enfin peut-être s'engager dans des politiques de promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est un vaste concept qui inclut la santé publique, qui inclut la prévention, qui inclut l'éducation pour la santé, toutes ces choses qu'on fait plus ou moins bien, avec plus ou moins de budget. Mais pour moi, le concept premier de la promotion de la santé, c'est de s'assurer que toutes les politiques publiques sont travaillées, sont évaluées en amont et en aval pour savoir si elles sont favorables à la santé ou délétères. Et ça, moi, j'ai pas d'exemple à vous donner de politiques publiques, de grandes politiques publiques, dans quelque domaine que ce soit. Sur lequel il y a effectivement un travail d'impact sur l'évaluation de ce que ça va produire en matière de santé en amont de la publication de la loi, ou ensuite derrière une évaluation sur effectivement est-ce que, si tant est qu'on ait fait la première évaluation, est-ce que finalement elle est juste, est-ce que les résultats attendus sont bien là ou pas, sinon il faut réajuster le tir. Ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Et donc depuis qu'on prétend faire de la promotion de la santé en France, on n'en fait pas. Voilà. Et donc on se contente de faire de la santé publique et d'essayer donc de corriger. Alors ces inégalités sociales, elles existent vraiment. Et il y a un problème aussi, il y a une dimension qu'on ne peut pas écarter, c'est qu'une politique de promotion de la santé, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est sur une génération qu'on va travailler ça. On sait, si on veut faire en sorte qu'une génération arrête de fumer, oui, on consacre tous les moyens sur la classe d'âge avant qu'elle ne démarre, en travaillant sur les compétences psychosociales, en travaillant sur la prévention, en investissant vraiment les moyens, et on se dit, à un moment donné, il va y avoir un glissement, et finalement, si toute une génération ne fume pas, la génération suivante n'ayant pas de modèle, elle ne fumera pas non plus, mais ça fait 40 ans qu'on essaye de
faire arrêter des gens qui fument depuis 30 ans, on n'y arrive pas, on essaie de faire en sorte. Ce n'est qu'un exemple, je m'arrête là, parce que, mais voilà, c'est la différence entre une approche un peu santé publique et où il faut des résultats à court terme. Il faut que les résultats puissent être faciles à inscrire dans un tableau Excel pour être ensuite motivé derrière. Voilà. Et on n'est pas là on n'est pas simplement dans la notion de prouver, de preuve. Hein. On est vraiment sur la communication autour de ça qui va être utilisée. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a cette notion de temporalité qui fait que si on s'engage véritablement dans ces politiques de promotion de la santé, les résultats ne seront pas là rapidement. Donc les inégalités sociales, elles existent. Et effectivement, sur ces territoires, parce que les populations en bas de l'échelle sociale, quand on pense au gradient social, les populations en bas de l'échelle sociale, elles sont quand même regroupées dans des zones où on les identifie clairement. Est-ce que c'est stigmatisant ou pas? Certainement, enfin, à des degrés plus ou moins, mais quelque part, c'est surtout leurs conditions de vie qui font ça. L'intervention de monsieur au fond de la salle tout à l'heure, merci beaucoup. Enfin, tous ces cancers qu'on dépiste, ils ont une cause. Et cette cause, on le voit, elle est, comme la plupart des difficultés que rencontrent ces personnes, c'est jamais que médical, ou que social, ou que psychologique. C'est toujours cet imbroglio du médico-psychosocial, à des degrés plus ou moins divers. Donc, si on ne prend pas la situation dans toute cette complexité, on n'arrivera pas à comprendre pourquoi effectivement des gens qui n'ont pas d'accès aux soins, qui n'ont pas de temps, dont la vie est vraiment déjà très très compliquée au point où ils sont à deux doigts de péter un câble, parce que moi cette expression peu médicale, mais c'est la réalité, on va leur demander de s'inscrire dans un processus où ils vont recevoir leur petite enveloppe bleue, et il va falloir qu'ils fassent leur petite tambouille, il va falloir qu'ils l'envoient, on va leur dire si ça va pas, il faudra aller faire une coloscopie, et puis si ça va pas, il faudra aller machin, et tout ça, oh là, mais ça va prendre un temps fou tout ça. Et du temps, ils en ont pas, enfin, ils ont des vies qui sont d'une complexité socialement parlant terrible, et en plus ça va avoir un coût. Parce qu'on a beau dire c'est gratuit, mais non, c'est jamais complètement gratuit, dans le sens où il y a des coûts induits, il y a des petits restes à charge toujours, il y a des, et donc ils ont pas, enfin, ça fait peur. Donc c'est clair qu'il faut avoir une approche un peu différente vis-à-vis de ces populations-là, pour se dire qu'il ne faudrait pas qu'ils aient la double peine. C'est pour ça que je ne suis pas, derrière mon propos un peu, pas négatif, hein, mais voilà, il faut pas qu'ils aient la double peine d'être à la fois les victimes les plus directes, finalement, du côté délétère des politiques publiques, et toutes, hein, que ce soit le logement, le travail, l'emploi, l'alimentation, le truc, enfin, aujourd'hui, et là encore, c'est pas moi qui le dis, ce sont les cadres, les hauts responsables de l'ARS Île-de-France qui disent, mais enfin, ça fait 12 ans maintenant que les ARS sont mises en place, ça fait 12 ans que la réduction des inégalités sociales de santé est la priorité absolue des politiques de toutes les ARS, et ça fait 12 ans que toutes les études sérieuses montrent que ces inégalités croissent. On n'arrive même pas à juguler aujourd'hui le fait que ces inégalités s'aggravent. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui fait que les politiques qui sont menées actuellement, enfin, qui induisent cette situation-là, ne savent plus produire autre chose que le constat de leur échec. C'est plus, voilà. Donc comment faire en sorte de prendre ça quand même en ligne de compte aujourd'hui et de faire en sorte, voilà, ce que je disais il y a un instant, que ces populations-là ne soient pas finalement, qu'ils n'aient pas la double peine, à la fois de subir de plein fouet et au maximum les conséquences de ces politiques, et à la fois, finalement, d'être ceux qui bénéficient le moins des campagnes de prévention. C'est pareil, la plupart des campagnes de prévention ont des résultats, objectivement, en termes de santé publique, excellents. Parce que voilà, les gens qui les font, c'est des professionnels, c'est bien mis en place, et puis il y a quand même des moyens, et au final, on creuse les inégalités sociales. Parce que les populations qui sont les plus à même d'être réactives, de s'inscrire dans les démarches, et les politiques de dépistage rentrent dans ce cadre-là, sont ceux qui ont déjà les prérequis, toute cette culture, toute cette sensibilité, et qui ont un peu de temps, et puis qui ont un peu de moyens, et que voilà. Et donc,
les résultats sont bons, mais on creuse les inégalités sociales. Donc derrière ça, eh ben, il faut bien avoir une vision un petit peu spécifique sur ces populations, mais je pense que si on n'a pas cette vision dans la dimension médico-psychosociale très large, ça va être compliqué. Donc toutes les actions sur les quartiers, tout ça, oui, mais éventuellement, et je pense que vous développez, mais dans une logique de santé à ce moment-là, de santé communautaire. Et là, c'est plus pareil, c'est-à-dire que si je voulais faire une formule rapide, je dirais que la santé publique, maintenant le maître mot c'est aller vers. Mais aller vers, ça ne suffit pas. Enfin, la santé communautaire, c'est faire avec. C'est pas faire pour les gens. C'est arrêter de penser que voilà, il suffit de leur dire ce qu'il faut, enfin, rentrer dans le gros, rentrer dans le rang, quoi. On veut aussi responsabiliser au maximum en essayant de dire aux gens, ben, vous êtes un peu, c'est votre comportement, on n'aide plus les gens, on les accompagne. C'est aussi ça aussi, c'est un maître mot. Voilà. Mais le principe même de la santé communautaire, c'est de dire aux gens, vous allez prendre un peu en main votre destin, vos questions de santé, mais si on le fait de manière globale, sans attaquer bille en tête sur une question qui peut paraître complètement anecdotique pour eux, enfin, la probabilité d'avoir un cancer du sein. Okay. Ces gens-là croulent sous les difficultés sociales et on leur en ramène une. C'est compliqué. Alors que, pris dans un contexte global d'amélioration des conditions de vie et en leur expliquant en quoi ça peut jouer effectivement, parce que la cigarette, parce que l'alimentation, parce que le stress, parce que le sommeil, parce que tout ça joue sur la probabilité ou pas de développer un cancer, et que si on travaille sur ces questions-là, et qu'en plus à ce moment-là on glisse le dépistage, là les résultats, c'est du constat d'expérience, les résultats sont un peu plus... Mais nous donc on est confronté très souvent à des publics justement issus de ces quartiers sélectionnés et tout, et on voit, enfin, la première barrière à faire tomber, c'est évidemment des fois le déni et surtout le refus de soins, parce que les gens n'ont pas le courage, ils n'ont pas l'envie, ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens, ils pensent que... Voilà, et puis ils pensent qu'ils n'en valent pas la peine aussi, hein, le côté estime de soi qui est très, très important. Enfin, tout ça est à travailler pour essayer de faire bouger les lignes. Voilà, je pourrais être très 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 long, et voilà, mais l'idée c'est vraiment de dire que ça c'est une petite, ce dont on discute aujourd'hui avec cette dimension éthique, c'est une petite pièce du puzzle qui est extrêmement importante, mais si on ne la repose pas dans le puzzle lui-même, dans son ensemble, ça n'a pas grand sens, quoi. Ça n'a pas grand sens, pour moi. Mais, voilà, c'est un peu flou, mais voilà, assaillez-moi de questions pour me faire préciser des choses ou développer des choses que je n'ai pas développées. Merci en gros d'avoir élargi le panorama et la réflexion. Je vous laisse la parole. Je vais faire un commentaire parce qu'il va vraiment dans la même direction que vous. Si j'ai bien compris, le dépistage du cancer colorectal, ça part d'une lettre qu'on reçoit chez soi, c'est ça? Donc pour moi, c'est complètement absurde parce qu'au jour d'aujourd'hui, quelle population a une boîte à lettres fonctionnelle? Ça exclut quand même beaucoup de monde du dépistage. Alors heureusement, le plus grand nombre va la recevoir. Va en faire quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, tous les sans-abri, tous les voyageurs, il y a quand même beaucoup de gens. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous allez dans une pharmacie demander le fameux test, sans le papier ou sans prescription médicale, on vous dit non. Ça m'est arrivé récemment, donc oui, on vous demande une prescription médicale. Donc si on n'a pas de médecin traitant et qu'on ne reçoit pas la lettre, on ne peut pas se faire dépister. Donc tout ça pour dire que la façon même dont le test est organisé, ça creuse l'inégalité aussi, parce que tout le monde n'a pas accès. On m'a dit une bêtise? Non, c'est vrai que c'est une lettre, en effet, surtout sur certaines zones défavorisées, on voit que les courriers ne sont pas acheminés, on le dit, ils ne font pas dans certaines cités déposer des courriers, on a des retours de la poste là-dessus.
Maintenant, n'importe quel professionnel de santé peut se connecter sur un site et tirer la lettre d'invitation. Et les pharmaciens les forment pour qu'ils accèdent à un site, ils voient que la personne est éligible, ils peuvent avoir l'invitation et ils lui remettent. En fait, ça devrait être dans le test Covid, tout le monde devrait être, enfin, par l'âge, tout le monde devrait être éligible. Non, parce qu'il y a des critères médicaux. C'est pour Ça ne ça. concerne pas tout le monde? Non, ça ne concerne pas les gens qui ont des antécédents familiaux, des gens qui ont des antécédents personnels de la maladie. Donc il y a un test d'éligibilité à faire. Merci. Merci pour votre intervention. Je pense qu'il est temps que la promotion de la santé prenne sa place. Il y a quand même une difficulté quand vous lisez ce texte, que vous êtes en situation, voilà, à un niveau littératie qui n'est pas élevé. Il est juste incompréhensible, ce courrier. Donc au-delà d'eux, il y a déjà la notion de... ce sont des personnes qui vont au restaurant du cœur, c'est des personnes avec la notion d'humilité qui n'est pas la même. Allez dire à votre médecin, désolé, c'est quoi ce papier, j'ai rien compris. Ben, ils ne le font pas. Et c'est aussi des gens, on va faire une mammo, ils entendent partout qu'une mammo ça fait mal, enfin rien à voir, voilà. Nous on a fait des interventions où nous avons été faire visiter l'engin aux personnes, et une fois qu'elles l'avaient visité, qu'elles l'avaient vu, qu'elles savaient comment ça fonctionnait, elles ont osé la faire. C'est aussi en fait la connaissance du système, elles sont très éloignées de ce qui se fait des pratiques. Il y a la peur, il y a le déni, il y a la non-connaissance, il y a la non-compréhension des langages, et le pourquoi, le comment, et voilà. Et je crois que là-dessus, il y a aussi en fait à nous professionnels de se mettre à leur niveau et de chercher un peu à les comprendre et peut-être à travailler autrement et à réfléchir autrement. Voilà. Juste un petit commentaire, c'est que dans l'esprit de ceux qui pensent la santé publique, le médecin traitant, il a la place, mais la réalité aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a les médecins traitants, ça va devenir une espèce en voie de disparition. Ils ont entre 1500 et 2500 personnes en file active, ils sont blindés de chez blindés, ils n'ont pas le temps. Voilà. Et donc, ils traitent déjà de la question pour laquelle les gens sont venus. Éventuellement, il y a la demande et puis il y a le besoin. Ils arrivent à repérer des fois des problématiques médicales qui sont encore plus urgentes que ce pourquoi la personne est venue, ce qui met un peu le bazar dans leur emploi du temps. C'est très très compliqué. Et il faudrait en plus que ce soit eux qui fassent tout ce travail pour faire tomber ces barrières psychologiques dont vous parlez. Enfin, voilà, ou pour... non, et on parle de millions de gens, on ne parle pas de quelques petites populations de ci, de là. Voilà. Et effectivement, toutes ces campagnes, la manière dont elles sont portées, la manière dont elles sont écrites, les supports qui sont utilisés, tout ça renforce la discrimination vers ces populations qui n'y ont pas accès, et donc finalement, au final, contribue à renforcer encore les inégalités sociales de santé qui se traduisent par des inégalités territoriales parce que les populations les plus fragiles sont un peu concentrées dans les mêmes endroits. Donc on arrive, alors c'est facile, ça permet de bien les identifier, de bien les cibler, pour reprendre le mot-clé. J'ai une réflexion. Je pense que l'éducation à la santé, ça commence par l'éducation. Et à l'école, on devrait commencer à impulser cette notion d'un corps en bonne santé va loin. Et c'est important d'être physiquement en bonne santé. Une éducation à la santé dès le plus jeune âge. Alors, je vais vous reprendre juste sur un mot, parce que c'est un truc c'est mon dada. L'éducation nationale en France parle d'éducation à la santé. Dans les concepts de promotion de la santé, on parle d'éducation pour la santé. Et la différence, elle est très significative. Parce que dans un cas, on va tout de suite penser à la personne qui vient avec une grosse brosse à dents pour montrer aux enfants comment on se brosse les dents, ou de dire fumer c'est pas bien, ça donne le cancer. Voilà. Ça c'est une approche ciblée. Voilà. L'éducation pour la santé, ça va s'appuyer sur notamment les 10 compétences psychosociales, qui font que si on les mettait enfin en place dans l'éducation nationale, sur une période, sur tout le parcours scolaire des enfants, ils sortiraient avec une capacité à réfléchir, à une estime de soi un peu plus forte, une capacité à tenir, une capacité... il y a plein de choses.
Alors, j'ai entendu là qu'il allait y avoir un programme d'éducation, enfin de hautes compétences psychosociales dans l'éducation nationale. D'accord, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on martèle l'idée que ça devrait faire partie vraiment des acquis extrêmement importants. Parce que c'est global, c'est ce qui se disait tout à l'heure. On ne parle pas d'un truc en particulier, on parle de quelque chose qui renforce la compétence des gens sur l'ensemble de toutes les problématiques de santé qu'ils vont rencontrer, à la fois somatiques et psychiques. Donc voilà, donc, bon, il paraît que ça bouge un peu. Alléluia. Attendons de voir quand même, attendons de voir avant de nous emballer. Ce que disait Madame, ça clique quand même. Et si l'éducation était déjà pour l'éducation et qu'on apprenne aux gens à lire correctement, et qu'on leur tous, et qu'on leur apprenne aussi ce que c'est qu'un risque relatif, et bon, ça permettrait quand même aussi de pouvoir toute sa vie se faire une opinion personnelle. Parce que ça fait partie en gros des compétences psychosociales. Oui. En gros. Je veux dire, mais ce que Madame a dit est fondamental. Hein. Déjà, il faut savoir lire et il faut savoir ce que c'est qu'un risque absolu, un risque relatif. Et puis à partir de là, on peut comprendre beaucoup de choses. Parce que, bon, on connaît tous les renversements entre ce qu'on nous a appris à la fac de médecine et ce qu'on doit enseigner maintenant, et ça va encore changer. Et, bon. Donc, c'est pas des connaissances comme des connaissances en matière de géographie ou de tout ce que vous voulez. Enfin, je dis peut-être des bêtises pour la géographie, mais ce qu'il faut, c'est des aptitudes. Il faut que les gens sachent lire et sachent ce que c'est que des risques relatifs, des risques absolus, parce que sinon, c'est impossible pour les gens de faire des choix éclairés sur les risques qu'ils veulent prendre ou qu'ils ne veulent pas prendre. Il y a peut-être un autre aspect aussi qui est important, ça touche énormément de gens, c'est que les gens ne sont pas forcément en carence de quelque chose en termes de savoir ou de compréhension, mais ça peut être aussi une question d'altérité, c'est-à-dire que les gens viennent d'une autre culture. Et il va falloir aussi qu'on apprenne à adapter notre langage, d'où l'importance de ces médiateurs et de ces médiateurs pairs et de ces gens qui sont imprégnés de la culture des communautés dans lesquelles ils vont, pour pouvoir adapter le langage et le message à quelque chose qui est recevable pour ces personnes. Quand ça touche au corps, quand ça touche à un certain nombre de choses, des fois c'est un peu compliqué. Et ça, on va dire qu'on n'est pas super bon pour ça, de manière générale. Rapidement, pour après laisser la parole pour la dernière intervention. Je suis une infirmière de l'éducation nationale, j'ai 1700 élèves. Je rencontre tous mes élèves de 6e, c'est partie des fonctions des infirmières de l'éducation nationale. On a 45 minutes d'entretien, on recueille beaucoup d'informations qui vont être écrites sur un papier. On va maintenant donner 3 conseils aux parents. La DGESCO, en fin d'année, nous demande de faire remonter des chiffres, qui sont quand même des chiffres de santé publique qui sont très intéressants, mais la remontée des datas, l'analyse, qui va les lire, qui va les analyser, qui va se proposer du soin, c'est zéro, c'est lamentable. Enfin, il y a un épuisement des infirmières en général à l'éducation nationale, et se dire qu'on est un membre de santé dans une communauté, 1700 élèves pour faire l'éducation à la sexualité, les conseils d'alimentation, la prévention, c'est juste mission impossible. Et il n'y a plus de médecins scolaires pour les étudier.